Entretien du Marquis. Bonjour à tous. Une procédure intentée par Brigitte Macron annulée. Aurore Berger qui pleurniche. Dupond-Moretti et son fameux doigt. On a l'impression que la Macronie est au bord de la crise de nerfs. Avant de traiter toutes ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel. Je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Nordine Petitcœur et Jacqueline D. Merci à eux. Et puis je voulais aussi remercier parce que vous avez été très nombreux à répondre à mes appels. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à m'écrire, à lever le petit pouce bleu, à diffuser sur les réseaux sociaux et je vous en remercie du fond du cœur. Le combat est difficile. Hier, il m'est arrivé une petite mésaventure. Lorsqu'à 7h30 du matin pour vous, moi c'est 17h30, je poste, c'est un peu l'habitude, vous le savez, ma vidéo, eh bien, elle a été interdite. Alors, pourquoi elle a été interdite ? Parce qu'à l'intérieur, il y avait des images de TF1. Et alors là, je suis très surpris, il n'y a aucune image de TF1 puisque les extraits que je donne viennent de la chaîne parlementaire. Donc, je ne vois pas, je ne comprends pas, je conteste. Et au bout de quelques temps, je reçois ce message de YouTube, TF1 ne me poursuit pas, et pour une raison simple, c'est que ce ne sont pas leurs images. Comment se fait-il que TF1 m'a poursuivi pour des images de la chaîne parlementaire ? Ça, je ne comprends pas, puisque il y a une règle, la chaîne parlementaire ouvre les images de droit. J'avais évidemment vérifié avant de les mettre dans ma vidéo. Alors, cela arrive de plus en plus souvent où certains groupes essaient de préempter certaines images justement pour en conserver l'exclusivité ou pour empêcher peut-être des journalistes de la réinformation de faire leur boulot. Parce qu'une image, vous le savez, a plus de poids, a plus de valeur que des photos tout simplement. Deuxième information qui est arrivée un petit peu tard dans la nuit et que j'ai ajouté à ma vidéo et c'était pas vraiment prévu, eh bien on apprend les fameuses rumeurs transphobes. Vous vous en souvenez, j'avais fait une vidéo. La justice annule une procédure intentée par Brigitte Macron. Et pourquoi ? Parce que l'atteinte à la vie privée n'est pas caractérisée par les propos qui ont été tenus sur plusieurs chaînes YouTube. Non. Ce serait plutôt de la diffamation. Or, Brigitte Macron n'a pas porté plainte pour diffamation. Elle est un personnage public, elle est obligée d'accepter le fait que certains discutent d'elle. Alors, il y a deux choses curieuses. La première, c'est pourquoi elle n'a pas porté plainte pour diffamation. Vous avez peut-être la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, il y a peut-être une deuxième chose, c'est qu'elle n'avait peut-être pas envie d'un procès. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans un procès, on déballe la vie des gens. Il y a certaines choses qu'elle n'avait pas envie de revoir remonter à la surface. Et ce serait pour Emmanuel Macron, évidemment, il y a surtout pas mal de révélations à mon avis quand elle était professeure de français à Amiens, qui aurait pu remonter sa relation avec Emmanuel Macron. Donc, ça la sert en quelque sorte que ce procès n'aille pas jusqu'au bout. Mais on retiendra quand même qu'elle n'a pas porté plainte pour diffamation et évidemment, on va dire les rumeurs entre guillemets, vont être relancées. Et puis on a une deuxième image assez étonnante, Aurore Berger qui craque au sein de l'Assemblée nationale. Elle pleurniche, oui. Certains ont affirmé que c'était des larmes factices de crocodile. Non, Aurore Berger a ni plus ni moins craqué. Il va falloir comprendre les raisons de ce craquage en direct. Il y a eu quelques instants auparavant l'affaire Dupond-Moretti, je reviendrai dessus dans un instant. Non, si elle craque, c'est que tout simplement, le projet de loi qu'elle soutenait a été rejeté. L'Assemblée nationale a rejeté mardi 7 mars, dans la soirée, la proposition de loi visant à rendre inéligible toute personne condamnée pour violence conjugale ou sur mineur portée par Aurore Berger. Alors, pourquoi le texte a été repoussé par l'hémicycle à hauteur de 140 voix contre 113 ? Remarquez que l'article là ne le dit pas et pourtant les raisons c'est là où on a l'explication des larmes d'Aurore Berger. Alors, la France insoumise n'a pas voté le texte parce que c'était une loi de circonstance qui a été façonnée pour taper sur Adrien Quatennens. Macron a essayé d'exploiter ce filon contre la France insoumise, il faut le reconnaître. Les LR ont refusé de voter le texte parce qu'ils ont trouvé que c'était une loi cynique, mais surtout qu'ils ne prenaient pas en compte d'autres délits pour l'inéligibilité. Je pense par exemple au détournement de fonds. Vous imaginez si on commence
à mettre dans la loi le trafic d'influence, il n'y a plus un député macroniste. Et puis surtout, ce qui a le plus choqué l'ensemble des députés, c'est que celui qui a paraphé ce projet de loi, eh bien, c'est ni plus ni moins Damien Abad, député apparenté Renaissance, pourtant accusé de viol et tentative de viol par 4 femmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur, j'en avais parlé lorsqu'il a eu ses ennuis justement judiciaires en juin 2022. Voilà. Donc, la personne qui exerce des pressions sur les femmes, qui les harcèle, c'est celui qui paraphe ce texte de loi. Bon, vous allez me dire, il y a bien Dupond-Moretti à la justice, dans ce gouvernement Macron, hein. Tout est possible, bien évidemment. Donc, un véritable scandale. Mais là où on a l'explication des larmes d'Aurore Berger, c'est qu'elle a été ni plus ni moins trahie par son propre camp. On apprend en effet que le groupe Modem et le groupe d'Édouard Philippe n'ont pas voté le texte de loi parce que certains de leurs députés étaient ni plus ni moins visés par le texte de loi. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, donc elle craque en pleine séance. Il y a eu l'affaire Dupond-Moretti. Les macronistes se déchirent entre eux et elle, en direct, eh bien, ça donne cette scène hallucinante où elle se met à pleurer. Alors cela donne à peu près ça, les mains tremblantes, les larmes aux yeux, elle pleurniche. Aurore Berger s'est approchée du micro de l'Assemblée nationale ce mardi 7 mars dans une atmosphère chaotique. La patronne des députés Renaissance sent les débats lui échapper. Oui, je sais exactement de quoi je parle quand je parle de violence conjugale, lance-t-elle devant des insoumis survoltés en tentant de garder la face. En aparté, un voisin l'a vu souffler un peu plus tôt. Je craque, vraiment, là, je craque. Et oui, elle est trahie par les siens. Et après 3 semaines, presque un mois de lutte pour la réforme des retraites, eh bien, voilà où en sont les députés macronistes. Il y en a un qui fait des bras d'honneur, l'autre qui s'effondre dans l'hémicycle. Ils avaient d'ailleurs pointé du doigt les députés de la France Insoumise, eh bien ça leur revient comme un boomerang en plein dans le visage. Alors on va revenir sur quelque chose d'encore plus grave à mon avis, ce sont ces fameux bras d'honneur. Je ne reviens pas sur les vidéos que j'ai présentées hier, si vous voulez voir les films, je vous invite évidemment à regarder la vidéo de mercredi. Il se trouve que sur les réseaux sociaux, on voyait Dupond-Moretti faire un signe avec son doigt qui n'est pas du meilleur goût pour un ministre de la Justice. Quand on pense qu'il a un devoir d'exemplarité, là, on a l'impression de rêver. Je n'arrivais pas à voir d'où venait cette image. Alors, j'ai eu l'explication, on m'a dit, c'est dans la vidéo, lorsqu'un député interpelle Dupond-Moretti, hein, c'est Herzl, qui lui explique que c'est tout à fait indigne ce qu'il fait parce qu'il est ministre de la Justice, il n'a pas à faire un bras d'honneur lorsqu'Olivier Marleix l'interpelle. Ce député est en train de parler, regardez le geste du Dupond-Moretti, c'est assez furtif, hein, c'est moi qui ai fait la capture d'écran, donc je sais bien le député est en train d'interpeller Dupond-Moretti, et lorsqu'on a grandi, eh bien, cela donne ceci. Voilà comment agit le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République française. Il se comporte comme un malfrat, comme un truand. Il doit absolument démissionner. D'ailleurs, il a menacé de démissionner, mais qu'il le fasse. Il ne peut plus conserver cette chancellerie après une telle attitude. Il a donné vraiment une image catastrophique de la justice française, de la République française, et puis il nous a fait honte, évidemment, à l'international. Je ne vais pas en rajouter, j'en ai beaucoup parlé. Mais ce doit, en quelque sorte, le condamne définitivement. Et puis, nous avons les soirées de Kinshasa d'Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, j'en ai parlé. Il faut savoir qu'il n'y avait strictement aucun journaliste sur place. C'est pour cette raison que nous n'avons pas eu de reportage officiel. Les vidéos que nous voyons apparaître sur les réseaux sociaux, ce sont des jeunes Congolais qui ont pris avec leur téléphone portable et qu'ils ont évidemment mis sur les réseaux sociaux. Et là, il nous arrive une image plus que catastrophique pour Emmanuel Macron. Regardez en fin de soirée l'état dans lequel il est. Il a les yeux complètement vitreux, il est décoiffé. On a l'impression qu'il a abusé de certains produits parce qu'il a un regard, on le voit bien, il est dans un état second. Voilà le président de la République française. On espère qu'il n'y a pas d'autres photos parce que là, ça c'est trop, mais au rythme où vont la chose, on aura peut-être des photos d'Emmanuel Macron en train de vomir dans le caniveau.
Alors, face à toutes ces images, à ces déchirements, on a vu apparaître sur les écrans quelqu'un que nous connaissons pour ses mensonges, que nous connaissons pour sa façon d'enterrer les dossiers. J'ai bien nommé Olivier Véran. Bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti, mais aussi les larmes de Robert Berger. Il faut qu'on se tienne, affirme Olivier Véran, et on sait que le ministre de la Justice a présenté ses excuses et regrette son geste. Alors, c'est pas son geste, c'est ses gestes qu'il faudrait mettre au pluriel. Alors, c'est extraordinaire de voir Olivier Véran comme arbitre des élégances, lui qui avait craqué au sein de l'hémicycle, on se souvient, où il avait braillé « C'est la réalité des hôpitaux, c'est la réalité des hôpitaux, et sortez si vous n'êtes pas content », oubliant que les députés sont élus et qu'il n'a pas à demander aux députés de sortir, bien évidemment. Olivier Véran ne doit pas être très tranquille, et je vous expliquerai cela dans un instant. Mais il y a une chose qui doit être quand même dite, cette majorité est incapable de faire voter des lois et elle est obligée pour faire voter une loi, eh bien tout simplement de s'en remettre au LR. Et on a appris cette mauvaise nouvelle cette nuit, réforme des retraites, le Sénat adopte l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans. C'est Retailleau qui a bien mené les débats parce que, attention, ne vous méprenez pas, les LR sont des traîtres. Mais Retailleau a davantage de compétences qu'un Olivier Véran. On a bien compris que dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, il n'y a que des tocards et que c'est en train de se dissoudre. Et c'est là où je suis en train de me poser des questions. À partir du moment où ce sont les LR qui tiennent la baraque de l'État, je pense que les Modem et Horizon d'Édouard Philippe ont des tentations de retourner à la maison mère et de laisser Emmanuel Macron s'effondrer. En tous les cas, ils nous ont donné une sacrée démonstration aujourd'hui. C'est pour cette raison, et je vous ai montré, que la Macronie est prête, elle est en train d'exploser. Nous avons d'autres nouvelles qui montrent que la Macronie perd son sang-froid. Nous avons par exemple mardi, nous avons vu cette chose, la voiture d'un médecin a été cassée par des black box en direct devant les caméras de télévision. On sait très bien que ces black blocs, j'ai tout doux, je dis black box, black blocks, mais c'est le même combat, c'est pour cette raison qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Travaille toujours devant les caméras de BFM TV. Nous savons pourquoi. Linda Kebab, syndicaliste de police, nous explique que la police les laisse entrer dans les manifestations. Généralement, ils n'ont pas affaire à la police, ils peuvent partir très 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 rapidement et font en sorte évidemment de décrédibiliser les manifestants qui défilent pacifiquement. Vous avez été très nombreux à me dire que vous étiez dans les cortèges hier, qu'il y avait une bonne ambiance, en province bien sûr, pas à Paris où il y a toujours ces tensions, parce qu'il y a les caméras de BFM TV. On a bien compris. Vous m'avez rapporté qu'il y avait une bonne ambiance, qu'il y avait énormément de monde, et lorsque les médias essaient de nous expliquer que c'était pas un mardi noir, que c'était plutôt gris, ils mentent. La France a défilé mardi. Ils essaient de dénaturer votre manifestation, il ne faudra pas se laisser faire. Et lorsque certains ont essayé pacifiquement de bloquer les autoroutes, voilà ce que cela donne. Ce fut la Brave, c'est-à-dire la pire organisation, la pire milice de Paris d'Emmanuel Macron plus exactement, qui arrive et qui vient taper sur des manifestants pacifiques. Un paysan serait hospitalisé, crève du 8 mars, blocage de la France, bien évidemment. Alors, il y a quand même quelque chose, si vous vous souvenez de ma vidéo d'hier. Bruno Le Maire va être auditionné pour le rapport qu'il a enterré. Il y a des gens qui bloquent les concessions d'autoroute et de suite, on envoie les unités de police pour chasser les manifestants. Il y a encore un dossier, il y a encore un scandale dans cette histoire. Mais vous savez qu'avec Emmanuel Macron, on va de scandale en scandale. En effet, Emmanuel Macron a décoré de la Légion d'honneur ce jour, hier plus exactement, Agnès Buzyn. Et oui, alors qu'en Angleterre, le ministre de la Santé, lui, risque la prison, Macron décore Agnès Buzyn. On comprend qu'il essaie de maquiller ses crimes, mais pour combien de temps? Parce qu'aux États-Unis, la vérité commence à sortir. Et la presse fait tout son possible pour que toutes les informations qui nous viennent de Washington, qui nous viennent de New York, soient cachées dans nos médias.
C'est presque schizophrénique. Quand je regarde la presse américaine et que je regarde la presse française, on a l'impression que la France et les États-Unis vivent sur deux planètes différentes. Il y a eu une commission de la Chambre des représentants et nous avons appris des choses. Nous avons eu la confirmation de théories qui étaient considérées autrefois comme des théories du complot. En effet, l'ancien directeur du CDC est interrogé et on lui pose la question: pensez-vous que le docteur Fauci a menti intentionnellement sous serment? Vous imaginez un petit peu la question. Eh bien, l'ancien directeur du CDC répond: bah oui, il a bien fait de la recherche sur le gain de fonction. Pire, les Américains ont financé ces recherches, c'est-à-dire qu'ils ont financé ces recherches avec leurs impôts. Ce sont deux crimes aux États-Unis: le mensonge sous serment et d'avoir utilisé des impôts sur quelque chose qui est strictement interdit. Vous imaginez un petit peu la bombe qui vient d'exploser? Fauci, là, il doit être entouré d'une dizaine d'avocats. Ils sont en train de réfléchir à comment faire pour qu'il ne soit pas arrêté. Voilà où on en est aux États-Unis. En France, bien regardez, nous avons eu, alors que c'était il y a 2 jours dans les journaux américains, voilà ce qu'on trouve dans Le Parisien. Fuite du Covid d'un labo chinois, pas d'éléments nouveaux pour l'affirmer, selon le virologue Bruno Linna. Si on ne connaît toujours pas l'origine du SARS-CoV-2, le professeur Bruno Linna nous explique pourquoi la piste du FBI n'est pas celle privilégiée par les scientifiques. Il y aurait une piste privilégiée par le FBI et puis les vrais scientifiques comme Bruno Linna qui ont plus les pieds sur terre. Pourquoi décrédibiliser la piste du FBI? Ce serait pour ennuyer la Chine. Or, nous venons de voir dans l'audition de la Chambre des représentants que cela embête pas la Chine, cela embête le gouvernement Biden. Déjà, il ment, Bruno Linna. Et puis, la deuxième chose, c'est que de très nombreux scientifiques, je pense notamment au professeur Luc Montagnier, ont déjà expliqué que cela venait d'un laboratoire et que les Américains disent la même chose. Les scientifiques américains, les uns après les autres, viennent témoigner et expliquer cela. Alors, comment se fait-il que Bruno Linna joue les services après-vente d'Emmanuel Macron? Eh bien, il suffit un petit peu de revenir en arrière. Nous sommes en 2010. Bruno Linna est auditionné par la commission sénatoriale justement pour sa gestion du HNN1. Je ne parle pas du Covid-19, je parle du HNN1. Celui qui l'interroge, c'est François Autain. Et François Autain, il y va, mais alors, comme un sourd contre Bruno Linna. Il nous montre que Bruno Linna a des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique, que Bruno Linna a été incompétent, que Bruno Linna a manipulé les Français par la peur, que Bruno Linna a fait en sorte, avec les autres bien évidemment, de dépenser beaucoup d'argent pour un vaccin qui s'est révélé inefficace et inutile. Il était déjà pointé en 2010 et ce que lui reproche François Autain, c'est sa collusion avec le pouvoir politique et les laboratoires. Et c'est ceux mêmes en 2023 qui viennent nous raconter des carabistouilles dans Le Parisien. Voilà, on a très bien compris, le gouvernement envoie ses hommes pour retenir le plus possible l'information, mais c'est une histoire de compression, ils ont beau compresser, vous savez ce qui se passe quand on compresse trop, au bout d'un moment, boum, ça va péter. On comprend mieux pourquoi notre président de la République va faire la fête à Kinshasa, il se dit, il faut que j'en profite parce que bientôt, ça va être de plus en plus compliqué pour moi. Ces photos ont été cachées le plus longtemps possible par la presse, vous le savez, elles ont été quasi enterrées. Alors, comme il y a eu un succès fou sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a tous, quand je vois à peu près tous les gens que je suis, on a diffusé ces photos. Et elles nous arrivent petit à petit. Là encore, il y a quelque chose qui pourrait bien exploser. Alors, c'est une vidéo aujourd'hui sans le conflit russo-ukrainien pour une raison, c'est qu'il y a énormément de nouvelles. Je voudrais juste dire cette chose, puisque je vous montre ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis, on a la même chose sur le conflit ukrainien. Il y a Zelensky qui nous explique qu'il faut absolument défendre Bakhmout, sinon c'est l'effondrement de mon armée. Les Américains, l'OTAN, disent non, on laisse Bakhmout et on tient la ligne un peu plus loin. On voit qu'ils sont en train de se disputer, qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. C'est peut-être un signe. En tous les cas, nous en parlerons demain. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, le petit pouce bleu, à vous abonner,
à faire ce que vous avez envie de faire, évidemment. Et puis, à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.